Dr. Cyr. Merci d'avoir accepté de passer du temps avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Dr. Cyr pratique la médecine familiale au Québec depuis plusieurs années, depuis 20 ans, et il est aussi membre de notre conseil consultatif à Jeunesse Centre Canada. Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Ce matin, on voulait justement bénéficier de votre bagage d'expérience et d'expertise, surtout en ce qui concerne le cannabis. On veut bien outiller les parents pour qu'il y ait l'information factuelle sur le cannabis, sur l'utilisation du cannabis, pour qu'ils puissent en parler en connaissance de cause avec leurs jeunes. Alors, c'est un plaisir de pouvoir bénéficier de votre expertise ce matin. Et j'aimerais commencer tout de suite en parlant des différences qu'il peut avoir entre le cannabis qui serait utilisé de façon récréative et le cannabis médical. Alors, on entend qu'il y a deux sortes de cannabis ou deux façons d'utiliser le cannabis. J'aimerais que vous puissiez nous donner un petit peu plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît. C'est une question on pourrait débattre pendant très longtemps, en effet, parce que le cannabis, c'est une plante. Puis comme n'importe quelle plante, il y a plusieurs composés chimiques à l'intérieur de la plante. Il y a des cannabinoïdes, puis il y a d'autres substances aussi. Mais il y a des centaines de composés, puis il y en a probablement des douzaines, sinon une centaine ou plus, qui ont des effets thérapeutiques. Ceux qui ont été les plus étudiés sont le THC et le CBD. Maintenant, le THC et le CBD ont des effets thérapeutiques reconnus, mais le THC, c'est le seul qui a des produits qui peuvent provoquer l'intoxication. Puis quand on parle d'usage récréatif de cannabis, on parle du cannabis qui contient du THC. Maintenant, les variétés de cannabis qui contiennent que du CBD ou des quantités non significatives de THC ne produisent aucune intoxication. Puis ça, il n'y a pas vraiment d'usage récréatif avec ces types de cannabis-là. Donc, c'est le THC uniquement dans le cannabis qui va produire l'intoxication et qui a des usages récréatifs. Puis c'est tellement reconnu que maintenant, il y a des produits de dérivés du cannabis, des extraits qui sont purifiés, qui ne contiennent presque aucun CBD. C'est presque du THC pur. Il y a des produits comme le Shatter, par exemple, le butter, qui peuvent contenir jusqu'à 98 de THC. Donc, c'est que le THC que les gens utilisent pour avoir l'intoxication. OK. Mais selon moi, le cannabis, c'est un médicament. Avant tout, c'est un médicament, le cannabis. Alors, à la base, le cannabis, c'est un médicament, mais tout dépendant du contenu de THC ou de CBD, il peut avoir des effets médicaux versus un usage récréatif. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que le cannabis qui contient du THC a des effets thérapeutiques, mais aussi comme un effet secondaire de produire un effet d'intoxication, l'euphorie, puis la relaxation, la détente, et que les gens vont se servir du cannabis pour cet effet-là. OK. À la base, c'est un médicament parce qu'on sait que ça agit sur des récepteurs à l'intérieur du corps, puis ça a des effets thérapeutiques reconnus. Mais ça produit ça comme un effet secondaire, puis c'est ce que les gens recherchent. Un peu comme à l'instar qu'on pourrait dire la morphine. La morphine, c'est un médicament qui traite la douleur, mais qui peut causer aussi de l'euphorie puis de la détente. Donc, les gens qui vont utiliser la morphine ou les opioïdes de façon abusive, ils vont chercher cet effet-là, ils ne vont pas chercher de l'effet pour la douleur. Ils vont chercher l'effet d'intoxication. Donc, c'est un peu la même affaire. C'est beaucoup plus sécuritaire que la morphine, évidemment, mais c'est quand même, les gens recherchent un effet d'intoxication qui n'est peut-être pas nécessairement relié à l'effet thérapeutique. OK. Parfait, merci. Puis justement, vous parlez d'effets thérapeutiques. En temps de pandémie, on sait que les gens, de façon générale, ont fait l'expérience de plus grand stress, d'angoisse. Les gens sont isolés, sont incertains par rapport à leur emploi. Les jeunes n'ont pas été allés à l'école. Alors, est-ce que on a vu qu'on peut soupçonner que certaines personnes vont utiliser du cannabis pour gérer justement ce stress-là et cette angoisse-là? Mais dans une optique où ils n'ont pas nécessairement eu une prescription pour ça, ou ils ont décidé eux-mêmes que c'est de cette façon-là dont ils allaient gérer leur stress. Donc, c'est une façon un autotraitement ou une automédication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce phénomène-là, justement, de gestion du stress avec peut-être une utilisation de cannabis? C'est certain que le cannabis, chez certaines personnes et à une certaine dose, on parle du THC surtout,
peut avoir un effet sur l'anxiété. Ça peut réduire l'anxiété, surtout à petite dose. Le CBD aussi peut réduire l'anxiété, mais il faut souvent prendre des plus fortes doses. Puis des gens qui ont vraiment, j'ai des patients qui m'ont témoigné, qui ont pris du CBD uniquement et que ça aurait eu un effet pour gérer leur anxiété. Maintenant, on sait que les ventes de cannabis ont augmenté durant la pandémie, puis je n'ai pas de statistiques sur les ventes de l'alcool, mais je soupçonnerais que ce serait peut-être la même affaire pour l'alcool aussi. Les gens vont se servir du cannabis et d'autres substances pour gérer l'anxiété, c'est tout à fait naturel. Maintenant, si on était pour comparer les effets à long terme de l'alcool versus le cannabis chez les adultes, il n'y aurait pas de comparaison à faire parce que le cannabis est nettement moins dangereux pour la santé que l'alcool. Ça, les études l'ont bien démontré. Maintenant, chez les enfants, les adolescents, par exemple, ça, c'est une autre paire de manches. On essaie d'éviter le cannabis parce qu'on sait qu'il peut avoir des effets sur le développement du cerveau. Ça, c'est bien reconnu. Mais le traitement de l'anxiété par le cannabis, c'est clair que quand on voit ça comme un traitement qui est quotidien, moi, ce que je dis à mes patients, c'est qu'un médicament, c'est quelque chose qu'on prend tous les jours. Donc, si on fait de l'hypertension, on prend un médicament tous les jours. Si on fait du diabète, on prend un médicament tous les jours. Donc, si tu prends du cannabis à tous les jours pour gérer ton anxiété ou ta dépression ou ton stress, ben c'est probablement un traitement que tu es en train d'utiliser. Puis même si tu dis que tu prends du cannabis à tous les jours, mais que tu ne traites pas rien, tu dis que tu n'es pas anxieux, mais tu n'es pas déprimé, puis tu n'as pas de problème de santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, puis qui en ont un en réalité. Ben, si tu prends tous les jours, il faut se poser la question. C'est une façon aussi d'aborder la conversation avec la personne. Que tu prends du cannabis à tous les jours, comme un médicament, mais tu dis que ce n'est pas comme un médicament, mais au moins tu peux partir le bal. Puis moi, je laisse les patients souvent avec cette idée-là, puis on va se rencontrer dans une couple de semaines, dans un mois, puis juste comme semer la petite graine pour leur faire peut-être penser que c'est quoi, peut-être que je traite quelque chose, peut-être que je suis en train de traiter quelque chose. Fait que ce que j'entends, c'est dans un contexte, par exemple, si un parent découvre que son jeune consomme du cannabis, d'aller un petit peu plus loin que la peur initiale de dire mon Dieu, mon jeune consomme du cannabis, parce que je pense qu'en premier lieu aussi, vous avez réitéré le fait que le développement du cerveau, on a des recherches qui démontrent que ça se poursuit jusqu'à l'âge de 25 ans, donc ça peut avoir une incidence sur le développement quand on prend du cannabis. Fait que ça, c'est le premier risque de façon pragmatique pour aborder la question. Mais pour aller un peu plus loin, si notre jeune nous avoue qu'il consomme, d'aller par rapport à la fréquence, essayer d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur la fréquence de consommation, sur la dose aussi de consommation. Peut-être que votre jeune n'a aucune idée quel genre de dose il consomme. Juste aller explorer ça, puis d'essayer de comprendre justement l'incidence des doses, qu'est-ce que ça peut avoir. Puis aussi peut-être aller voir le pourquoi. Dans quel contexte que le jeune va décider de consommer du cannabis. Toutes ces questions-là, de ce que j'entends, seraient des questions importantes à aborder avec son jeune dans un contexte où on découvre que l'expérimentation a eu lieu, puis il y a peut-être une consommation un petit peu plus assidue chez le jeune. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Ah oui, absolument. Ça, c'est une bonne façon d'aborder sans jugement, parce que vous avez raison que les parents, ce qu'on leur enseigne, c'est que le cannabis, le THC, va altérer le développement du cerveau. Donc, un enfant de 15 ans qui rentre à la maison, puis on apprend qu'il a consommé du cannabis, c'est mode panique. Déjà, mon Dieu, son cerveau, c'est fini, il est déjà scrap, ses neurones sont brûlés, il n'y a plus rien à faire. Ouais. C'est certain que la majorité des adolescents qui vont consommer le cannabis vont quand même faire une vie normale. Il ne faut quand même pas, faut pas se dire, OK, il a consommé 2 fois, là, c'est la fin de l'université, il va se retrouver dans la rue, puis c'est la fin. Donc, il faut quand même relativiser les choses. Oui. Mais c'est certain qu'il y a probablement plusieurs parents qui seraient peut-être plus à l'aise que leurs enfants boivent de l'alcool à toutes les semaines, puis qui virent une brosse 3 fois par semaine, que fumer du cannabis 1 fois par mois. Alors, il faut quand même relativiser les choses par rapport à ça. Mais donc, y aller sans cette crainte-là, sans cette mode panique-là, parce que c'est vrai que si on y va, on est super anxieux, puis on veut absolument que l'enfant arrête tout de suite de consommer, ça peut débouler rapidement cette conversation-là. On peut commencer à mettre de la pression sur l'adolescent. Mais de leur demander sans jugement pourquoi ils utilisent le cannabis, quel effet que ça leur procure. C'est intéressant de voir qu'est-ce que les gens
vont décrire lorsqu'ils consomment du cannabis. Ils ne vont pas nécessairement dire « OK, ça me détend, ça me relaxe ». Quand on regarde les études qui ont été faites, là, même des études qui datent des années 70, des années 80, où on faisait des sondages auprès des consommateurs de cannabis, les gens, ils décrivaient, par exemple, que ça les permettait d'avoir une meilleure réflexion sur eux-mêmes. Ça créait une espèce de détachement. Puis, il y avait comme l'impression qu'ils étaient capables de questionner un peu leurs valeurs, puis questionner un peu leur personnalité. Ils se voyaient un peu comme à l'extérieur d'eux-mêmes. Puis ça, puis avec les dernières études qu'on a faites dernièrement, on a réalisé que le cannabis, le THC en particulier, agit sur certaines régions du cerveau qui sont associées à la reconnaissance de soi-même, qu'on appelle le Default Mode Network. C'est une étude plusieurs études qui ont été faites. Et le THC réduit la connectivité dans ces régions-là. Puis ça crée un environnement qui ressemble un peu à l'environnement que les gens ont quand ils méditent, quand ils font la méditation. Okay. Quand les gens font la méditation, ils deviennent un peu comme déconnectés d'eux-mêmes. Ils voient comme le comté de leur conscience comme défiler devant eux. Puis cette espèce de distanciation-là, ça aussi, c'est produit par le THC. Puis il y a beaucoup d'adolescents qui découvrent ça. C'est une espèce de « wow, je me vois comme de l'extérieur. Je suis capable de me voir aller comme de l'extérieur. » Puis ça, c'est un endroit où ils peuvent juste se mettre dans un mode où ils sont détachés d'eux-mêmes et ils apprécient énormément cet effet-là. Mais ce n'est pas un effet qu'on connaît, ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet qui arrive naturellement dans la vie. C'est à moins qu'on devienne un méditant de longue date. Oui. Pour un parent de dire « OK, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'il me raconte là? » Bien, je me sens comme un peu déconnecté, puis je me vois aller un petit peu des affaires. Donc, si on comprend le principe, si on sait c'est quoi ça, cette affaire-là, on sait c'est quoi cet effet-là, puis on sait qu'on peut retirer des bénéfices de ça, parce qu'il y a certainement des bénéfices qu'on peut retirer de ça. Alors, l'enfant qui décide qu'il va qu'il va consommer une fois par 2-3 mois, puis pour lui permettre d'avoir une espèce de distanciation, bon, c'est certain que c'est peut-être pas la fin du monde, mais on ne connaît pas les effets à long terme, mais un adolescent, par exemple, qui consomme à tous les jours parce qu'il a besoin de cette distanciation-là, il a besoin de se déconnecter de sa réalité de tous les jours parce qu'il se sent beaucoup plus à l'aise dans son monde où il est capable de se voir de l'extérieur. Ben, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour toi de vraiment pourquoi ta réalité de tous les jours est si difficile à tolérer que tu as besoin de te trouver dans un monde où que tu vois de l'extérieur? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant-là? Alors, est-ce qu'il y a des stress? Est-ce qu'il est à l'école, dans la famille? Est-ce qu'il vit des affaires qui sont tellement lourdes à porter qu'il faut qu'il crée cette distanciation-là? C'est intéressant. C'est ça, je trouve que ça va appuyer notre effort de dire allez au-delà de votre crainte initiale, quitte à dire écoute, là, moi, c'est beaucoup d'informations pour moi en tant que maman. Là, j'ai besoin de prendre une pause, mais j'aimerais ça qu'on puisse en parler demain pour essayer de se regrouper, puis mais dans un effort d'aller plus loin que le choc initial et d'aller vers le pourquoi. Pourquoi il y a une consommation, quelle fréquence, etc. Et s'il y a matière à conseiller, à aller chercher conseil auprès d'un spécialiste de la santé. Parce que c'est pas parce qu'on est parent qu'on est spécialiste en tout, et surtout qu'on prend ça très personnel parce que c'est nos enfants. Absolument. C'est pas nécessaire de tout régler à la première rencontre qu'on a avec l'adolescent. C'est pas nécessaire de dire on veut toutes les réponses. Ouais. Mais d'approcher ça avec bien sûr amour, mais avec curiosité, au lieu d'aller dans le jugement tout de suite. Exactement. Comme au lieu d'aller dans le mode panique, de dire OK, on va prendre une pause, puis on va aller explorer ça ensemble, on va aller chercher l'information véridique sur des sites crédibles, alors sur des sources crédibles. Puis, s'il y a matière à consulter, justement, il n'y a pas de honte à le faire, puis de pouvoir se tourner vers des professionnels qui vont pouvoir les appuyer. Je pense que c'est bien important. Là, on a parlé d'adolescents. On a entendu parler aussi, puis je voulais en jaser avec vous ce matin, on a entendu parler aussi que certains parents ont recours au cannabis pour traiter certaines conditions chez des enfants qui ne sont même pas peut-être en âge d'adolescence, qui sont plus jeunes que ça. Et là, je parle de peut-être des conditions comme un TDAH ou peu importe, dépression, anxiété, mais ils se tournent vers le cannabis et ça, pas nécessairement sans prescription. Puis j'aimerais que vous puissiez nous parler des risques associés avec justement le fait de permettre à notre enfant de consommer du cannabis dans un souci médical quand même, mais est-ce qu'il y a encore des risques associés à ça?
c'est un risque important, surtout si on y va un peu de façon improvisée. Parce que le cannabis, pour plusieurs personnes, c'est un produit naturel. Et Mhm. donc, c'est pas dangereux, malgré tous les efforts qu'on a faits pour donner de l'information sur les risques associés avec le THC, euh, avec le développement du cerveau. Il y a quand même des parents qui vont penser que peut-être une petite dose de THC, ou bien si on mange avec beaucoup de CBD, ça va être peut-être plus sécuritaire, ou on va s'improviser des experts en cannabis, parce que les experts, le problème, c'est que il n'y en a pas vraiment d'experts en cannabis, parce que pour être expert, il faut que tu sois certifié par un organisme reconnu. Tu sais. Puis il n'y a pas d'organisme qui reconnaît les experts de cannabis. Donc, moi, je ne suis pas un expert en cannabis, puis je n'en connais pas d'experts en cannabis. Il y a juste des gens qui vont lire beaucoup sur des articles, puis qui vont parler avec des gens qui en connaissent plus qu'eux-mêmes. C'est ce Mhm. que moi je fais. Alors, moi, je parle à plein de monde, puis on écrit des articles, puis on se fait débattre, puis on s'appelle des experts, mais en réalité, il n'y a personne qui nous reconnaît. Mais les parents, par exemple, il y a certaines conditions où ce que je peux comprendre le désespoir des parents. Tu sais, le TDA, ça se traite habituellement avec des médicaments bien reconnus. Puis même si on a des échecs thérapeutiques avec une ou deux molécules, il y a plusieurs molécules qu'on peut essayer jusqu'à ce qu'on en trouve une que la personne va tolérer. Mais Mhm. le trouble du spectre de l'autisme, par exemple, c'est une condition qui est incurable, puis c'est une condition qui va être là à vie, et il n'y a pas vraiment de traitement qui fonctionne pour le trouble du spectre de l'autisme. On peut donner des médicaments pour essayer de calmer l'anxiété ou bien réduire les troubles du comportement, mais ça ne donne pas grand-chose. OK. Donc, je peux comprendre des parents qui veulent aller explorer ça avec leurs enfants. Le seul risque, c'est que ça dépend quel produit qu'on va utiliser, puis la quantité de THC qu'il y a dedans. Maintenant, ici au Canada, on est bien chanceux d'avoir des produits certifiés. On sait qu'est-ce qui est à l'intérieur de la bouteille parce que tous les produits sont standardisés et sont testés. Donc, on sait la quantité de THC qu'on est en train de donner à notre enfant ou la quantité de CBD qu'on est en train de donner à notre enfant, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Ceci étant dit, par exemple, ça, c'est des produits qu'on peut acheter soit à l'SQDC ou dans dans le marché légal ou bien médical, parce que c'est le même produit. Hein. C'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas encore, c'est que les produits de cannabis qu'on achète dans le marché récréatif légal, c'est exactement les Ouais. mêmes produits que le côté médical. C'est les mêmes produits. Ils vont juste souvent changer l'étiquette pour que ce soit plus, soit peut-être avec des noms un petit peu plus farfelus pour le côté récréatif. Mais Attendez, vous dites que c'est le même, donc, mais par rapport au ratio, quand on parlait justement du ratio CBD, THC, c'est la même affaire? c'est exactement les mêmes produits. Parce que si vous allez au marché légal, récréatif, on peut trouver des produits à très forte teneur en CBD et avec des très petites quantités de THC. Puis ça, c'est les mêmes produits qu'on vend dans le marché médical pour traiter les conditions avec du CBD, avec très peu de THC. Parce qu'il n'y a pas de produit de cannabis qui contient 0% de THC. OK? Ça, Je c'est pense une que chose c'est importante à important. savoir. Oui, Tous les je pense que c'est produits important de le contiennent souligner, oui. parce que la plante comme telle, lorsqu'elle produit, dans le mécanisme enzymatique de la plante, la plante va produire des cannabinoïdes de façon séquentielle souvent, puis il va y avoir des cannabinoïdes à la fin, à la pleine maturité. Il y a certaines variétés génétiques qui vont produire beaucoup plus de CBD que de THC. Mais c'est le même, comment on dit, pathway. Il y a un cheminement qui produit ces cannabinoïdes-là, mais c'est le même cheminement. Donc, même si génétiquement la plante est programmée pour produire plus de CBD, elle va quand même produire des petites quantités de THC, c'est inévitable. Donc, mais il y a quand même des variétés qui vont contenir moins de 1% de THC, mais il va quand même avoir un petit peu de THC dedans. Donc, Maintenant, dans l'esprit de dire qu'un cannabis médical, c'est purement du CBD, ça, c'est un mythe. non, Ça n'existe pas pour c'est l'instant. faux, c'est faux. Maintenant, est-ce que la quantité de THC qui est à l'intérieur est significative? C'est-à-dire, est-ce que ça va avoir un effet qui peut avoir des effets à long terme qui sont négatifs? Ça, on ne sait pas vraiment. Puis ça dépend aussi de la quantité de CBD qu'on va donner. Par exemple, un des produits les plus courants, on appelle, puis on parle du ratio, hein, parce que tous les produits du cannabis sont en ratio de CBD et de THC. OK. Donc, si par exemple, on a du 20 pour 1, c'est-à-dire que 20 pour 1, ça veut dire qu'on a 20 mg de CBD puis on a 1 mg de THC. Si on prend une dose, disons 1 millilitre qui contient 20 mg de CBD et 1 mg de THC, il n'y aura probablement pas d'effet du THC avec 1 mg. Mais si on prend 5 millilitres
peut-être ça, parce qu'on veut donner une bonne dose de CBD, bien là, on vient donner 5 mg de THC à notre enfant. Ça, c'est une dose qui peut avoir un effet, ça. Certainement avoir un effet. Du THC, je parle. Et là, on le sait que, justement, on faisait la corrélation plus tôt qu'il y a des dangers par rapport au développement du cerveau. Oui. Et d'où l'importance du parent de ne pas prendre ce fardeau-là sur ses épaules, de décider, voici comment, parce que ce que j'entends depuis le début de notre entretien, tout est dans la dose aussi. C'est tout dans la dose. C'est tout dans la dose. Mais on ne connaît pas la dose qui est sécuritaire. Le problème, c'est que pour l'instant, la science nous dit que les enfants ou les adolescents qui prennent des très fortes doses de THC pendant plusieurs années, OK? On parle de 500 000 mg de THC par jour. OK? Ça, on voit ça régulièrement. Moi, j'ai des patients qui prennent 1000 mg de THC à tous les jours, puis sont fonctionnels. Ils sont capables de. Ils sont pas là, sur leur divan en train de regarder la télévision. Ils sont quand même fonctionnels parce qu'il y a une tolérance importante qui se développe avec ça. Mais ça, on sait que ces fortes doses-là, même occasionnellement aussi chez les adolescents, ça peut mener vers des problèmes de santé mentale, des problèmes de cognition plus tard dans la vie. Mais est où la ligne? Est où la limite à partir duquel on sait que la dose de THC va causer des problèmes? Ou y a-t-il une limite à partir duquel la dose de THC pourrait même être bénéfique? On ne sait pas encore. Y a-t-il un ratio qui serait peut-être bénéfique? Peut-être, on ne sait pas. On va peut-être le savoir dans 5 ou 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, lorsque les études vont être faites. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que le THC, rendu à une certaine dose, a des effets négatifs à long terme. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous dire quelle est cette dose. C'est plate, mais malheureusement, on est rendu là. Je pense que le conseil qu'on aurait pour les parents, justement, qui seraient tentés de dire « Ah, cannabis, c'est nouveau, je vais essayer ça parce que, justement, dans un souci de vouloir aider son jeune du mieux possible », c'est d'avoir cette discussion-là avec un spécialiste de la santé. Il va être plus en mesure d'aiguiller sur quel est le traitement à décider de prendre, justement, puis de pas juste décider un beau matin que le cannabis va être la cure magique pour pouvoir aider. Ça se fait avec une discussion avec un spécialiste de la santé. Tout à fait, tout à fait. Puis si le spécialiste n'est pas à l'aise avec le cannabis, puis malheureusement, on est encore à une époque où il y a peu de médecins qui prescrivent le cannabis. On a peut-être 10 ou 15 % des médecins qui prescrivent le cannabis, qui sont au courant de c'est quoi la dose, qui est probablement sécuritaire, c'est quoi le CBD, le THC. Donc, c'est difficile à trouver. C'est difficile à trouver un clinicien ou un médecin qui va être capable d'aiguillonner, mais ça existe, ça existe. Puis il y a des bons sites comme OK. On encourage les parents à aller chercher l'information, à pouvoir faire des choix éclairés. Merci, Dr. Cyr. C'est le temps qu'on avait ce matin. C'est super intéressant. C'est tellement riche comme sujet. Puis je pense que on est tellement au début aussi avec la légalisation. Les parents ont beaucoup de questions puis ils veulent appuyer leurs jeunes. Donc, j'invite les parents à venir sur notre site pour aller chercher de l'information. Mais vous nous avez grandement aidés ce matin, Dr. Cyr, et je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. On peut en parler n'importe quand.